Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, dans cet épisode particulier, je vous propose la collecte de témoignages Alexandra Bendezu et de Séverine Monter de La Rougie. On va d'ailleurs commencer par Séverine. L'idée, c'est de vous parler des différentes utilisations de la Natura DS pour en faire vraiment un retour objectif. Donc, on regarde des pratiques avec plantes fraîches, plantes sèches, extraits et les différentes fibres et également les sèche-chevaux de laine. On aura au milieu de ces deux interventions là le retour de David Godino sur ce qui s'est passé depuis 1 an sur la machine Natura DS. Et je vous invite à aller écouter les épisodes qui restituent les tables rondes cycle des teinturiers et teinturières en végétal, dans lesquels on se questionne sur la montée en échelle dans le domaine de la teinture végétale, avec des interventions comme Aurélia Wolf, Charlotte Marambert de Mirobolan, Justine Jeans de Maison Teintée, Alisa Rine Teinture avec Marie-Angèle Bongard. On aura également Sandrine Rosier et Marine de l'atelier Pile Couleur à Roubaix. L'idée, c'est de compléter ces témoignages sur cette machine Natura DS, savoir si c'est une des solutions pour la montée en échelle. Donc voilà, c'est un épisode de réflexion, on va dire, et du coup, vous avez accès via Patreon à tous les épisodes podcast sur ce sujet-là, ainsi que les replays vidéo des 3 e-tables rondes qui sont passionnantes. Donc où je teins des tissus avec des plantes, donc en Haute-Garonne comme tu l'as dit, et où ces tissus je les utilise pour mes créations personnelles, et aussi ce qui m'intéresse là depuis 1 an notamment, c'est de faire de la teinture à façon, c'est-à-dire de proposer, parce que je vois qu'il y a une demande, je vois qu'il y a un intérêt des marques qui sont déjà engagées dans l'éco-conception, de s'intéresser aux pigments et de voir comment on peut être encore plus responsable, raisonnable dans sa production. Donc je me suis dit, ça m'intéresse parce que moi, ma profession, je la fais par passion, mais je la fais aussi parce que j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'améliorer les choses. Alors pas moi toute seule, hein, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je me dis que du coup, on est tous ensemble en fait dans cette filière. Et donc là, c'est poser un peu des questions de rentabilité, de prix, de tissu, de prix de matière. Et je me suis dit, attends, moi si je fais tout à la main dans mes cuves avec mes bras, comme on faisait depuis toujours, hein, depuis des millénaires. C'est bien, on sort des choses très qualitatives, mais les marques qui ont envie derrière de confectionner, de rentrer dans une production raisonnée, aussi raisonnée soit-elle, il y a quand même une logique économique dans laquelle il faut s'insérer. Et donc là, j'ai commencé à me dire, comment je fais moi pour produire des tissus qui vont pas... ou alors soit je décide d'être dans le luxe, en fait, total, et de faire des choses très artistiques, et c'est super, j'ai rien contre ça du tout, mais si j'ai envie de contribuer sur quelque chose de plus accessible, en tout cas de plus en plus avec les années qui vont arriver, qu'est-ce que je fais? Et en écoutant ton podcast, j'ai découvert David. D'accord. Ouais, c'est en écoutant Haricots Verts, et je me suis dit, oh là là, mais c'est génial. Et donc je l'ai contacté très simplement, et comme il est hyper accessible, on a commencé à échanger, et moi je lui ai dit tout simplement, je veux tester cette machine, je veux tester la Natura DS. D'accord. Et du coup, il m'a dit, viens. Et donc, j'y suis allée. Voilà. D'accord, ok. Voilà comment ça s'est passé. Donc, si je comprends bien, toi, ton besoin, c'est plutôt sur, par exemple, soit des teintures pièces, soit des des métrages. Oui, exactement. D'accord. Donc, ce qui serait intéressant pour moi, ce serait de produire des mètres linéaires. Par exemple, si une marque me dit, nous, en fait, on va confectionner des coussins, il nous faut 15 mètres, comment on fait, quoi. Voilà. D'accord. Il nous faut 100 mètres par an, je sais pas. Ou alors sur pièce, par exemple, une entreprise qui fait des culottes, qui me dit, moi, mes culottes, elles sont déjà confectionnées, mais elles sont prêtes à teindre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire des motifs? Est-ce qu'on peut faire de la couleur? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un petit peu ma logique, parce que je commence à avoir un petit peu de réseau dans ma région, et je me dis,
je commence à essayer de comprendre un peu ce que les marques ont besoin, ce dont elles ont envie. Et des fois, moi, je suis un peu limitée par la quantité des choses que je peux produire et par le coût qui va sortir de l'atelier. Donc là, D'accord. je me suis dit, si la mécanisation de mon travail ou une partie de la mécanisation de mon travail était une option. Et ça, c'est quand même un petit problème. Enfin, peut-être pas problème, mais c'est un questionnement. Souvent est opposé l'artisanat, ce qu'on fait avec les mains, avec la mécanisation. Du coup, on est dans les industriels. Et on met les deux chacun d'un côté. Et moi, je pense que c'est tout à fait possible de les réunir. C'est-à-dire, pour moi, il est très important, parce que moi, j'ai été formée, par exemple, notamment avec David Santandreux, que tu as reçu aussi sur ton podcast. Moi, je le connais depuis quelques années maintenant, et j'ai été formée avec lui à la cuve historique du 18e, tu vois, à la cocagne, pour l'indigo, etc. Et pour moi, et par rapport à mon parcours professionnel, ma curiosité intellectuelle, il est primordial de transmettre ces savoir-faire, c'est incroyablement fort. Par contre, je pense que c'est pas antinomique avec qu'est-ce que je fais pour améliorer, par exemple, aussi mes méthodes et pour pouvoir économiser mon travail, etc. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait, tu vois, dans ce que je te parlais des tables rondes là avec les teinturières, on est en train de définir le terme semi-industriel qui est entre l'artisanat et l'industrie textile. Et en fait, on essaye de poser des bornes et de poser une définition. Et le semi-industriel, ce serait vraiment, tu sais, un emploi de machines mécanisées, mais sans l'apport d'outils industriels, donc type avec pression, à piston, à vraiment tout ce qu'on trouve, vapeur, énergie de dingue, qui est plutôt du monde industriel. Le semi-industriel, ce serait plutôt mécanisé, automatisé, facilité, rendre ergonomique. Et donc, c'est vraiment un truc qui se positionne entre l'artisanat, la capacité qu'on peut faire dans les cuves et dans ce qui est raisonnable pour le corps. Voilà. Tu vois, entre ces deux-là. Et en fait, c'est hyper intéressant ton témoignage, puisque ça, c'est quelque chose qu'on est en train de, tu vois, d'essayer de poser avec ces 80 teinturières là qui se questionnent. Et un autre truc que tu as soulevé qui est hyper intéressant, c'est voilà, ce niveau d'échelle, il est pas facile à appréhender, mais pourquoi on l'appréhende par rapport à une volonté de rendement dans le sens rendement, mais aussi en vivre, quoi. Parce qu'en fait, il y en a plein qui font le constat que, au bout d'un moment, si tu veux, comme tu l'as dit, que derrière la filière, elle continue et que tu puisses, toi, fournir la matière, il faut un moment que tout le monde s'y retrouve. Et donc, c'est hyper intéressant ton témoignage parce que c'est vraiment tout ce qu'on est en train de réfléchir là en ce moment. C'est poser une définition du semi-industriel, le rendre acceptable, parce que quand tu dis industriel, les gens tout de suite, ils sont tu sais, comme si c'était l'opposé. Oui, exactement. Oui, mais en fait, non. Et moi, j'essaie de déconstruire ça. Déjà, j'ai essayé de le déconstruire moi-même, parce que en rentrant par l'artisanat et par le faire avec ses mains, moi, je me disais, est-ce que c'est vraiment éthique ce que je fais? Est-ce que c'est bon? Et en fait, très vite, je me suis dit oui. Et puis en parlant autour de moi, je me rends compte effectivement qu'il faut trouver une solution à mi-chemin entre tout ça. Et puis moi, je me dis, en fait, l'industrie, c'est pas le diable non plus. C'est-à-dire que des entreprises qui ont 30 ans de recul sur la teinture industrielle, justement, ils comprennent certains mécanismes dont on peut s'inspirer. Et moi, ce qui m'a intéressé justement avec Alliance Machine, c'est que cette Nature ADS, elle a été faite en partenariat avec un industriel du secteur textile qui fabrique des machines, grosses machines, j'ai vu des énormes trucs à taille de paquebot là, et qui a travaillé avec une teinturière qui travaille depuis 20-25 ans, je sais plus, Sandrine Rosier. Voilà, Sandrine Rosier, et il y a des allers-retours comme ça pour dire voilà moi ce dont j'ai besoin, la taille dont j'ai besoin pour mon atelier, pour démarrer, pour faire tant de métrages, voilà les fonctions dont j'ai besoin, et petit à petit en mode aller-retour, ils ont tu disais qu'ils en sont à la version 6, moi je m'étais je crois arrêtée à la version 4, mais elle ne cesse d'évoluer cette machine, c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller la tester pour me dire attends, est-ce qu'elle convient à moi, est-ce que je vais pouvoir la mettre dans mon atelier, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, comment elle fonctionne. Et c'était ça qui était chouette de pouvoir le rencontrer. Et je le dis, je suis pas payée pour dire ça. Je l'ai testé vraiment avec mes sous. J'y suis allée, j'ai payé mon train. On s'est rencontrés en toute transparence. C'est vraiment. Ouais, la relation avec David, elle est simple et éthique, c'est-à-dire, tu vois, moi, je suis missionnée pour collecter vos témoignages. Tu le sais, je t'en ai parlé en démarrage, mais il soutient mon travail, mais il me laisse toute la parole et la liberté d'expression. Et ça, j'apprécie. C'est-à-dire que j'ai le droit de creuser et de poser les questions, même les questions qui fâchent, mais le but, il est vachement dans comment on appelle ça, la remise en question. Et ça, j'apprécie, tu vois. Et il reçoit les témoignages que j'ai enregistrés avec d'autres teinturières qui ont essayé d'autres fonctionnalités
fonctionnalités, c'est ce que je t'expliquais quand on a préparé. Ouais. Et même si c'est pas forcément le top, et ben il prend comme, et ben ok, il y a encore à travailler, je vais bosser. Et je le vois, il m'envoie des mails, ok, je vais aller creuser le rapport de bain, et je vois que ça c'est intéressant. Et je trouve que de ce point de vue-là, ça c'est une chance, c'est que voilà, la machine elle n'est pas faite et elle s'arrête là, elle continue avec les demandes. Et puis oui, le travail avec Sandrine Rosier, il est quand même hyper précieux parce qu'elle elle a un niveau de connaissances incroyable. Ouais. Voilà, exactement. Et avec donc un recul, ouais. Ouais, voilà, un recul. Et puis elle a travaillé le costume, elle a travaillé plein de choses. Elle fait sa formation Greta. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui a travaillé là-dessus. Et comme tu dis, il a combiné les deux mondes qui en fait ne s'opposent pas et doivent maintenant, en tout cas, essayer de proposer quelque chose. Donc ça, je suis carrément en phase avec toi. Ce que je voudrais voir avec toi, c'est ce que tu as pu tester quand tu as eu accès à la machine. Donc les fonctionnalités, ce que toi t'as éprouvé, les couleurs, à partir de quoi t'es parti, etc. Que tu nous racontes un petit peu. Donc moi j'y suis allée, on avait discuté en amont du protocole qu'on allait réaliser avec David parce que lui aussi il avait envie de faire un test en fait sur le tissu pour parler du lavage. Donc il m'avait demandé donc j'avais 3,50 m de jersey de coton prêt à teindre. Et donc il voulait que je le partage en deux pour faire un lavage très très simple sur la première partie et un lavage plus appuyé à la lessive de cendre avec plusieurs lavages pour voir si ça améliorait l'unisson de la teinture sur le métrage. Donc moi j'avais préparé ça, on avait défini ensemble. Donc moi j'ai testé les pépins de raisin, le pigment de pépins de raisin de Greening pour voir la couleur que ça allait donner. Et donc, je suis allée là-bas et j'y suis allée sur toute une journée parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un cycle complet de la machine. Et David, il m'avait conseillé, il m'avait dit, ce serait bien que tu vois, 6 heures de fonctionnement d'une machine. Donc, on a fait le mordançage à la lame, puis la teinture avec le pépin de raisin. Enfin, l'extrait de pépin. Et donc on a fait tout ce test. Donc il m'a parlé de la machine, il m'a montré ses différentes fonctionnalités, les différents outils, et puis on a réalisé le protocole ensemble. Alors là, il s'est appuyé sur moi puisque c'est moi qui savais combien de pourcentage d'alun je voulais mettre, etc. Et donc on a fait toute une passe complète. Et il m'a montré comment on branchait la machine. Et moi, ce qui m'a vachement surpris, c'est que je m'attendais pas à ce qu'elle se branche sur un ordinateur, qu'il y ait une interface qui soit aussi intuitive, aussi facile. Moi, je suis pas vraiment dans la technologie. Et en fait, j'ai trouvé ça que c'était vraiment extrêmement simple. Moi, ça m'a surpris et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, en fait, c'est accessible pour moi. Et puis, elle est à taille humaine. Il m'avait déjà montré, j'avais déjà vu des vidéos de la machine, donc je savais. Mais je l'ai trouvée très facile d'utilisation. Je le dis tout de suite, j'ai été très séduite par cette machine. Et ce qui m'intéressait, par contre, c'est de voir le résultat et de voir ce qu'on allait en faire. Parce que de voir comment on allait analyser ce qui sortait, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et moi, faire partie de ça aussi, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, comme j'aime comprendre aussi les mécanismes, comment les choses fonctionnent, je me disais c'est chouette quoi, parce qu'elle va encore évoluer. Et donc donc on a fait tout ce cycle-là ensemble. Donc ça nous a pris la journée. Ensuite on a sorti le tissu, on l'a essoré et je suis repartie chez moi et j'ai fait sécher mon tissu chez moi puisque moi de Toulouse à Lyon j'ai remporté le tissu humide. Et quelques jours après, une fois que le tissu était sec, on a fait un retour d'expérience avec David et il m'a demandé très précisément comment était le tissu, est-ce que le test avait été concluant, est-ce que le lavage avait fait une différence d'unisson ou pas, ce qui n'était pas le cas. Et par contre, il y avait une petite cassure, ce que moi j'appellerais une flamure au milieu. Et on essayait de se demander pourquoi il y avait cette différence un peu de couleur. Il a fait un retour avec Sandrine Rosier aussi. On a parlé des pourcentages de mordant et on a parlé aussi de la pose. En fait, moi j'ai remarqué que ce qui différencie mon travail en pleine queue, en plein bain et de cette machine, c'est le temps. Moi, par exemple, le mordançage, le tissu, je le laisse tremper dans le bain toute la nuit. Je les sors, je le rince et ensuite je fais ma teinture le lendemain ou le surlendemain. Et là, c'était pas le cas. On a fait une passe de 6 heures où le mordançage, après le rinçage, il a embarqué directement après le tissu dans un processus de teinture. Et on s'est dit, tiens, est-ce que le fait que le tissu reste dans le bain de mordant toute une nuit et qu'il ait bien la place de bouger, ça le répartit pas plus uniformément que si on part directement sur un cycle sans laisser ce temps-là, peut-être ça fait un petit peu des cassures. Et ça, c'était très intéressant parce que du coup, ça peut faire évoluer les pratiques. Cette machine, peut-être, ça veut dire qu'il faut la faire en 2 parties.
Faut faire le mordançage, on sort et puis on pose. Et puis la teinture le lendemain ou la nuit suivante ou sur un autre protocole. Donc on se pose ces questions-là. Puis moi je me suis demandé aussi, ça m'a permis de remettre en question, est-ce que je mets pas un peu trop de mordant par rapport au volume d'eau que je mets, au volume de tissu, etc. Parce que ça c'est un retour qu'il a pu me faire. On a discuté longuement ensemble. Donc je trouve ça vraiment super de faire ces allers-retours et elle est pas encore parfaite, il y a encore des ajustements à faire, mais elle est déjà, c'est déjà, je trouve, extrêmement concluant. Parce que ce qu'elle fait, elle, en 6 heures, moi, je peux mettre une semaine à le faire. Donc, d'accord. Donc, le bain de mordant, oui. le mordançage, il se fait dans cette cuve là, comment elle s'appelle cette cuve Oui, ça se fait dans le tambour en fait ça se fait directement dans le tambour. Directement dans le tambour. Il y a la rivière en fait, la tournette et la rivière qui fait tourner le tissu et ça plonge en fait pendant le temps choisi. On monte pendant 1 heure, après ça reste pendant 1 heure et demie et ça tourne comme ça et ça fait évoluer le tissu. Donc là il y a déjà une petite évolution. La machine, ils ont mis une sorte d'anneau sur le devant pour que le tissu glisse dedans et qu'il s'ouvre et qu'il rentre bien en fait dans le bain de mordant. Et c'est pas de superposition du coup. Exactement. Pour que ça puisse le tirer. Donc déjà, ils ont mis aussi une espèce de tapis. Alors je sais plus exactement la matière au fond. Il pourra le redire mieux que moi. J'ai pas les termes techniques là, qui permet de faire glisser mieux le tissu pour que le tissu tombe mieux dans l'eau, dans le bain de mordant ou dans le bain de teinture. Donc il y a déjà eu pas mal d'améliorations par rapport moi à la machine que j'avais vue en vidéo et qu'il avait montré sur des salons. Donc sur cette partie mordançage, donc ça se fait avec la rivière, la plongée en bain. Il y a la possibilité d'écarter le tissu pour qu'il n'y ait pas de superposition et du coup d'imperfection entre guillemets, qui des fois est choisi. Il y en a qui par contre, ça peut être un choix créatif. C'est ça. Moi, j'ai commencé à penser à des trucs. Je me suis dit moi, si j'appliquais, par exemple, la technique du shibori, si je faisais des plissés, par exemple, tu vois, ou des ligatures à mes tissus, et que ensuite je fais mon boyau et qui tourne dedans, quand je les déplie, ça me fait des zébrures, ça me fait mais c'est voulu. Et ça, c'est super. Mais là, on essaie de travailler en condition on veut, sur 3,50 m, un unisson total. Parce que c'est l'objectif, si tu veux. D'accord. Mais après, la créativité après la faire créativité, plein d'autres choses. D'accord. Donc ça j'ai compris, le bain de mordant. Ok. Donc une fois que le bain de mordant est fait, donc t'as dit que ça avait duré combien de temps? 6 heures le mordançage? Non. La passe complète, mordançage et teinture, 6 heures. On a 6 heures, d'accord. Un petit peu plus de 6 heures. Et toi tu aurais mis combien de temps du coup? Entre mordancer, rincer, sécher, préparer une cuve de teinture, tes bains de mordant, tes bains de colorant, etc. Ça peut s'étaler moi sur plusieurs jours, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple je fais un langalage un jour, je laisse tremper. Le lendemain je fais le bain d'Alain, de mordant d'Alain. Je laisse tremper. Le lendemain je rince et je pars sur la teinture. Ensuite je sèche, ensuite j'essore. Ça s'étale sur 4 jours, 5 jours. Et selon. D'accord. Donc, tu vois. Ouais. Donc t'as quand même un gain de temps que toi tu constates par rapport à ta pratique. Absolument. Et alors donc sur la partie teinture, est-ce que donc tu es parti d'un extrait? Oui. Et t'as mis les mêmes proportions que tu aurais fait chez toi? Absolument les mêmes. Oui, tout à fait. D'accord. C'est juste que là, il n'y a pas la même quantité d'eau. Tu vois, là, on a mis, je me rappelle pas exactement, j'ai pas pris ma petite fiche avec moi, mais on a dû mettre une 30aine de litres. Moi, j'aurais facilement 3 fois plus, quoi. Facilement. D'accord. En plus, donc, t'as un gain de... Oui, voilà. Tu économises l'eau. Ça économise de l'eau. Et moi, je suis novice dans cette machine. Je ne la connaissais pas. Je savais pas comment elle fonctionnait. Donc, j'attendais tout, en fait, de voir combien il mettait d'eau. Je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, combien là tu mets d'eau pour autant de tissu? Moi, c'est vrai que ma crainte un peu au départ, c'était, on nous dit toujours, évidemment, qu'il faut faire très attention que tout le tissu ait la place pour bouger, qu'il soit tout le temps dans le bain, tout le temps en train de le remuer. Ouais. Et là, en fait, le tissu, il tourne. Il y a un mouvement, il n'est pas tout le temps dans le bain de mordant ou de teinture. Donc moi, c'était un peu ma crainte. J'étais là, attends, comment on fait un truc uniforme? Mais comme il y a la rivière, donc il y a constamment soit le bain de mordant, soit de teinture qui coule sur le tissu, en fait, le tissu, il est sans arrêt en contact. Et puis ce que m'expliquait David, c'est le temps aussi
c'est la vitesse en fait de rotation et le temps dans lequel le tissu va être à l'extérieur et à l'intérieur du bain qui compte. Donc moi j'ai pu aussi comprendre d'autres mécanismes de teinture grâce à ça. Ça peut affiner moi ma pratique artisanale et puis comprendre un peu mieux comment m'adapter à cette machine. D'accord, ok. Parce que ça se fait, je pense que il y a plein de tests à faire avant de bien la maîtriser, de pouvoir proposer quelque chose de qualitatif et de soutenable, en fait, pour toute la filière. Mais bon, c'est vraiment, je pense, une innovation. En tout cas, moi, je crois que c'est vraiment le chemin vers lequel il faut qu'on aille, en fait, qu'on se fasse aider. Il n'y a pas de raison qu'on soit tout le temps juste avec nos bras, si on le veut bien sûr. Et puis par exemple, on parlait de l'indigo. Pour l'indigo, pour le moment, il n'y a pas de mécanisation. Ça il n'y a pas de solution, quoi. Mais il y en a pas pour le moment. Donc faire toujours avec les mains là, c'est chouette. Mais aussi si on peut se faire aider, se soulager le travail et pouvoir reproduire des nuanciers, reproduire des couleurs. Pas sans effort, parce qu'il faut la maîtrise derrière évidemment, mais avec moins de difficultés, bah moi je prends. Mes partenaires aussi, parce que il va y avoir une garantie, il va y avoir une sécurité. Moi je pense aussi que pour les entreprises avec qui je travaille, c'est peut-être un gage aussi de, peut-être pas de plus de qualité, je sais pas comment le dire, parce que c'est pas aussi manichéen, mais ils se disent bon ben voilà, on peut mieux contrôler parce que tu vois, parce qu'il y a une machine qui aide un humain et un humain qui travaille avec une machine. Ça aussi c'est intéressant. Ça donne de la crédibilité. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés par ça. Oui, je suis d'accord. D'accord. Et alors, est-ce que par rapport à ta question de départ sur, moi je m'installe, j'aimerais proposer des métrages en unisson pour des marques qui vont derrière travailler et donc encore faire des étapes et donc encore ajouter de la valeur au travail. Est-ce que tu as pu faire des petits calculs pour voir un petit peu ce que te permettrait cette machine ou pas par rapport à ton travail plutôt étalé sur une semaine si on fait à la grosse, et cette machine qui sur une journée peut te proposer globalement la même chose avec après ton temps de séchage. Est-ce que tu as pu faire un petit schéma, tirer un trait là-dessus sur ce sujet-là? Bah je suis en train. Là ensemble avec David, on a parlé prévisionnel aussi, on a parlé chiffres, on a fait un tableau Excel, il m'a dit bon allez, on y va, puisqu'on a du temps, puisque la machine elle est autonome. Pendant qu'elle travaille, tu la vois travailler. Il y a une petite application sur le smartphone où tu peux voir où est-ce qu'elle en est de son travail et tout. Et donc là, on s'est posé et il m'a dit bon, toi, combien ça te coûte? En toute transparence, il m'a dit allons-y, discutons ensemble, parce que je pense que c'est intéressant pour lui de voir quelles sont nos problématiques à nous dans la teinture artisanale et lui ce qu'il propose. Et donc là, je suis en train de voir en fait que moi, si je me diversifie pas aujourd'hui dans mon travail, c'est-à-dire moi je donne des cours, je fais des interventions dans des écoles de design pour parler des outils de la teinture naturelle par exemple, je peux réaliser quelques stages, loisirs parce que moi je suis pas encore, j'ai pas encore assez le recul pour faire un truc professionnel, pour des professionnels. Je fais une collection en propre, je fais un peu de teinture à façon, j'essaie de le développer de plus en plus, mais si j'ai pas toutes ces casquettes là, moi, mon projet, il est pas viable. C'est-à-dire, c'est pas rentable. Je peux pas en vivre. Parce que si je fais que de la teinture à façon, c'est pas possible. Les tissus, ils sortent, ils sont trop chers. Et comme je disais, soit je décide de m'implanter dans la filière du luxe, et là, il va falloir que je me fasse un nom, il va falloir que j'aille toucher, il va falloir que la qualité soit là, les volumes soient là, etc. Et moi, je suis toute seule dans mon entreprise, et c'est souvent une problématique qu'on a dans la teinture, c'est qu'on est seul ou on est deux, pas beaucoup plus. Donc aujourd'hui, moi, si j'ai pas toutes ces activités, la teinture à façon, pour moi, elle n'est pas rentable. C'est clair et net. Voilà. Ok. Donc tu travailles aussi avec ça, avec lui, un prévisionnel, l'amortissement de la machine, tes frais par rapport à... Oui. Voilà, ok, bon. Je voulais rajouter, pour moi, ce qui aurait du sens, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que moi, je me dis, mais bien sûr, cette machine, il faudrait qu'on la partage pour que on se fasse des retours entre teinturiers et teinturières de même secteur, travailler avec des tiers-lieux pour qu'on en fasse l'acquisition et qu'on puisse travailler à plusieurs. Et quand moi, je l'utilise pas parce que je fais autre chose, c'est une autre ou un autre teinturier. Je dis une autre parce qu'on est surtout des femmes. En fait. On a quelques hommes, mais c'est vrai que c'est surtout. Mais alors, tu vois, le mot mutualisation, bon, si tu suis le podcast depuis le début, je pense que tu vois ce que j'ai en tête depuis le début.
Donc moi, rapidement, je me suis rendu compte parce que au fur et à mesure des témoignages sur le podcast, qu'effectivement, c'était des activités qui étaient souvent pas isolées, mais vous étiez souvent seul ou avec un Oui, stagiaire, un alternant, etc. Et en fait, au-delà de ce que je partage complètement ce que tu dis sur la mutualisation de la machine, parce que du coup, on apprendrait plus vite à partager plus de absolument. protocoles. Oui, Et tu vois, dans les témoignages que je suis en train de recueillir, il y en a qui partent de la plante fraîche. Toi, oui, tu proposes des extraits. oui. On a parlé des échevaux avec la personne d'avant. Toi, tu parles de métrage, de pièces. Et en fait, je me dis, oui, de mutualiser aussi la machine, ça permettrait d'avancer plus vite, de développer plus de protocoles et en même temps assurer, tu sais, un genre de formation en continu, Mais bien de sûr, partage de pratiques. Et tu vois, moi, absolument. ce que j'essaye de faire avec ce que j'ai appelé le cycle des teinturières, parce que franchement, je suis à court d'idées dans les noms, c'est ça, c'est mutualiser, mais sur d'autres parties, tu vois. Moi, là, Ouais. j'essaye de mutualiser sur comment on se procure des matières premières peut-être communes, directement de nos agricultrices et agriculteurs de Mais France. oui, Comment on mutualise les tests, parce qu'il y a beaucoup de marques qui exigent. Moi, j'ai bossé dans la grande distrie. Un cahier des charges, en fait, c'est la base. Si tu proposes pas des tests, etc., malheureusement, il y en a plein qui sont méfiants. Et ça s'entend, c'est leur lecture, c'est leur façon de parler. Donc, bien donc, sûr. comment mutualiser ces histoires de tests? Et là, on parle de machines toutes les deux aujourd'hui. Et t'as complètement raison. Ça veut dire que cette mutualisation des teinturières, elle peut se faire sur beaucoup de sujets, encore beaucoup plus Oui. qu'on a abordé depuis le début. Enfin, vraiment, t'as résumé tous les sujets sur lesquels on s'interroge. Mais en fait, ma passion, j'ai le droit aussi que ça soit la façon dont j'ai envie de gagner ma vie et Exactement. de pouvoir gagner de l'argent et suffisamment par rapport à mon travail. Ça suffit de travailler 45 heures et pour 500 euros par mois. Tu vois, c'est bien sûr au démarrage, comme tout le monde, ça met du temps à se mettre en. C'est quand même un travail qui est formidable, qui est passionnant. Moi, tous les jours, je me lève et je me dis, oh là là, je suis extrêmement chanceuse. Comme tout le monde, j'ai le droit de pouvoir en vivre. Et Ouais, je pense qu'il y super. a des solutions. Et ce qui est formidable en plus dans notre réseau, tu vois, pendant que je suis allée à Lyon rencontrer David et Alliance Machine, je suis passée aussi voir Justine de Maison de Teintée. On se connaissait pas et il y a ça aussi dans notre réseau, c'est que on n'a rien à se voler. Il y a de la place pour tout le monde. On peut mettre en commun nos expériences, notre travail. Et ça fonctionne. Je suis allée la voir, je suis allée voir là où elle se trouve, là au Hall à Lyon, et on a échangé. C'était super. Et on peut échanger justement. On s'est appelé après, enfin on s'est envoyé des messages. Elle m'a dit alors qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça aussi, ça fait évoluer notre filière. Et c'est pour ça que mutualiser une machine, après parlons chiffres. Hein. Moi pour le Ouais. moment, j'ai pas trop l'argent pour pouvoir me la payer toute seule. Donc si Mhm. on est à plusieurs, si on est sur un tiers lieu, si on est à plusieurs teinturiers, teinturières, on est plus fort Carrément. financièrement et aussi après sur les retombées. Donc moi, Ouais. je me projette déjà un peu dans les années à venir là, et je me dis si je veux faire évoluer mon métier et m'assurer un revenu stable, ça c'est une option. C'est peut-être pas la Ouais. seule, mais c'en est une et elle est solide. Donc j'y vais. Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts, de réaccueillir David Godineau d'Alliance Machine Textile. Bonjour David. Bonjour Pauline. Alors David, déjà, je voulais commencer par te remercier d'avoir été le premier à franchir le pas pour me soutenir dans le projet Haricots Verts et soutenir du coup la communauté des teinturières en végétal. Donc déjà, ça c'est la première chose, encore un grand merci. Et la deuxième, c'est on a enregistré il y a presque un an et j'ai vu passer, j'ai entendu, j'ai suivi beaucoup d'évolutions sur la Nature DS et j'aimerais bien que tu me racontes l'aventure depuis un an, ce qui s'est passé, où t'en es et comment ça se passe. Merci. Un mot sur notre partenariat, si tu me permets, puisque j'espère que ça donnera envie à d'autres à emboîter le pas. On en avait parlé, il y avait, je crois que c'était au début de l'année, avant qu'on se rencontre à Lille et qu'on trouve le schéma qui te convienne et qui me convenait. Ça s'est passé, comme je l'avais dit, dans un enregistrement que tu avais diffusé de façon extrêmement fluide, ça ressemble, donc il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là. Et donc, on avait commencé le partenariat par l'écoute rémunérée des podcasts avec la bande-annonce d'Alliance Machine Textile. Ça a été incroyable. Rien qu'en nombre de followers sur Instagram, j'ai pris plus de 150 followers. Ah bon? Tu m'avais pas dit. Alors, est-ce que c'est corrélé à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça y a contribué.
Il y a Sandrine aussi qui avait posté 2 posts significatifs qui ont aussi contribué à ça. Et puis ça a aussi ouvert des dossiers commerciaux avec des gens qui commencent à voir que les choses ont bougé, que la machine est vendue, qu'elle est commercialisée, qu'elle fonctionne, qu'elle tourne, avec les avantages et les inconvénients que l'on peut imaginer. Mais en tout cas, oui, c'est passé beaucoup de choses et ce partenariat, j'espère bien le renouveler à l'avenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an, puisque tu avais eu la gentillesse de m'interviewer en fin avril, me semble-t-il, et on avait convenu d'une mise en ligne à l'occasion de l'ouverture du salon ITMA, qui était le salon mondial des constructeurs de machines textiles, pas seulement dans l'ennoblissement, mais en tout cas, en ce qui nous concernait, c'est un jalon important, puisque on y retrouve tous nos concurrents, tous nos clients au niveau mondial. Donc, on avait lancé à l'occasion de l'ITMA la Nature ADS, la première machine de teinture dédiée au naturel, en étant conscient que c'était pas forcément notre cible qui allait être présent à l'ITMA, puisque c'est un salon professionnel d'entreprises établies, les marques, les ennoblisseurs, qui sont pas forcément les artisanes ou les écoles qui sont intéressées par la machine. Et néanmoins, on a eu sur l'ensemble de nos touches commerciales énormément d'intérêt, dont certaines se sont déjà transformées soit en livraison, soit en installation. Aujourd'hui, par rapport aux retombées directes de l'ITMA, donc des commandes prises ou des contacts pris à l'ITMA, j'en ai déjà livré et installé 2 et j'en installe une au Danemark, en Espagne. Donc c'est des retombées directes, vous voyez, donc au niveau des retombées, on est sur des cycles plutôt courts, puisque découverte de la machine, réflexion, commande, mise en service, fabrication, mise en service, on est sur des délais de l'ordre de 10 mois tout compris, sont des délais plutôt courts dans nos domaines d'activité. Donc au total, on est à 10 machines vendues. On continue, nous, en ce qui nous concerne, tenant compte des différents retours, puisque ça a toujours été notre ADN de faire évoluer nos machines. On a des machines qui sont au catalogue depuis 25 ans et qui évoluent chaque année en fonction des demandes de nos clients, qui permettent de créer des nouvelles options, des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations de procédés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est normal. C'est pas un signe de jeunesse, c'est pas un signe de d'erreur de réalisation. Parfois, si, il y a des choses mineures. On a changé le type de joint qui faisait l'étanchéité sur une pièce. Bon, c'est des choses, on dévisse 4 vis, on change le joint, on remet 4 vis, c'est reparti. C'est une évolution. Donc maintenant, les nouvelles machines, elles ont cette évolution. Ceux qui l'ont acheté avant, quand ils nous le disent, on leur envoie une pièce en garantie et puis ça se passe bien. Donc il y a à la fois des évolutions fonctionnelles, il y a des évolutions techniques, il y a des améliorations pour être de plus en plus à l'attendu et de plus en plus mature sur l'attendu de l'écosystème de la teinture naturelle, parce que il faut être conscient que pour nous, on a une habitude d'industriel s'adressant à des industriels qui ont des services maintenance, ou en tout cas des techniciens de maintenance, ou qui ont des services externalisés de maintenance. Sur la Nature ADS, changer un joint, c'est compliqué. Et donc, comment est-ce qu'on combine ça pour le livrer, pour expliquer comment il faut le changer, même si c'est 4 boulons à dévisser. L'autre jour, je suis intervenu chez Teintorium, les Teintures de France, qui a été un des avant-gardistes en matière d'investissement dans la Nature ADS, et je tiens à remercier Serge Aouzi. Il y avait le bac d'ajout qui marchait pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand je mets quelque chose dans le bac d'ajout, il se passe rien, ça rentre pas dans la machine. T'as fait ci, t'as fait ça, t'as regardé ci, t'as regardé ça. Oui, mais ça marche pas. Bon. Et puis j'ai eu l'occasion de remonter chez Teintorium pour faire une démo avec des étudiantes en relation avec Wall. Et j'ai en l'occurrence, on a combiné ça avec une prospect de Guadeloupe, Claudia, que je salue. Je suis à peu près sûr qu'elle nous écoute. Bonjour Claudia. Donc du coup, j'ai commencé ma journée en démontant la canalisation du bac d'ajout. Et puis c'était juste complètement obstrué par les extraits qui avaient pris en masse, et donc en les nettoyant, tout est rentré dans l'ordre de façon très simple. Mais finalement, on se rend compte que des petites choses peuvent avoir un impact pour une population qui a un très grand savoir-faire en matière de teinture, mais pas en termes de maintenance de machine, même de maintenance de premier niveau,
c'est normal pour nous de faire des améliorations pour que ce soit de plus en plus facile, de plus en plus autonome, pour éviter qu'on soit là en permanence à assister telle ou telle personne. Donc ça, d'un point de vue mécanique, on a eu, t'en avais parlé déjà à l'occasion de tes dernières tables rondes et sur tes derniers podcasts, on en est à la V6, c'est-à-dire que on a fait entre la première machine qui avait été exposée à Milan, on a fait une V2 qu'on a livrée chez Sandrine Rosier, parce que quand on avait monté la machine pour l'ITMA, c'était je rappelle qu'on avait commencé le développement avec Sandrine en décembre et qu'on a installé la machine début juin. Donc en 6 mois, on a conçu, fabriqué et démarré la machine. Donc elle marchait, elle s'en est servie, mais on a quand même fait des évolutions entre la V1 et la V2 qu'on a livrée chez Sandrine pour pouvoir tout de suite lancer la V3 qu'on a exposée au Fashion Green Hub à Lyon en septembre. Ensuite, on avait lancé entre-temps la V4 pour Tintorium les teintures de France. Et au tout début de l'année, on a, tenant compte des retours d'expérience finalement de la V2 qu'on a mis sur la V5, parce que le temps qu'on livre et qu'on installe, il se passe 4 mois. Et donc, on a fait une V6. Et donc, au fur et à mesure, par exemple, j'ai livré une V4 à l'IFTH à Mulhouse. Je lui fais des modifications qui sont dans les versions suivantes, mais qui sont à valeur ajoutée par rapport à ce qu'il en fait. Donc évolution mécanique, plutôt de mon point de vue vraiment des petites choses, mais qui simplifient la vie, qui améliorent l'usage, qui améliorent la qualité du travail réalisé et la fiabilité de la machine dans la durée, puisque on a l'habitude de faire des machines qui durent 25 ans. Il faudra attendre 25 ans pour être sûr que la Natura DS dure 25 ans. Donc ça c'est la partie mécanique, et puis sur la partie automatisme, puisque je rappelle que la machine est entièrement automatisée. Je crois que c'est sur cette partie-là qu'on a fait le plus de progrès, puisque on avait fait une version, là aussi une version 1 pour le salon de l'ITMA, et c'est avec cette version que Sandrine a réalisé les productions de l'Opéra Comique. Ça c'était sur la deuxième quinzaine de juillet, avec la machine. Je crois qu'on a tous vu les posts de Sandrine qui explose à l'œil tellement c'est beau et tellement c'est magnifique. Mais Sandrine, si tu m'entends, bien bonjour. Et derrière, on a continué à faire évoluer à la fois la fiabilité de l'automatisme en termes d'interface homme-machine. Donc l'automatisme, on a fait énormément d'évolutions. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment stable, qui est fiable, qui est presque joli. Alors c'est jugement de valeur, hein, la beauté d'une interface homme-machine. En tout cas, ça marche, ça fait le job, c'est fiable, on sait où est-ce qu'on en est, donc ça c'est bon. Sachant qu'on est en version 1.09, donc là, tu vois, on a débarré la version 1.0, là on est en version 1.09. Sachant qu'on utilise des bibliothèques qui sont, elles, en version 2.1.5. Donc ça fait pas mal d'itérations. Ce qui a également beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la version 1.09 2.5 que je déploie à partir de cette semaine, elle est compatible avec l'IoT, qu'on a également terminé et qui permet de suivre en temps réel depuis son téléphone les données d'usage de la machine au fur et à mesure qu'elle se déroule, de telle façon à pouvoir faire autre chose pendant que la machine travaille, hein, puisque je rappelle que la première valeur ajoutée de la machine, c'est qu'elle bosse pour vous. Et donc, vous la chargez, vous lancez votre protocole, vous produisez. Pendant ce temps, vous faites autre chose. Vous déconnectez votre ordinateur. Pendant ce temps-là, vous appelez vos clients, vous appelez vos fournisseurs, vous faites vos autres tâches de production. La teinture, c'est une chose, mais beaucoup des personnes intéressées ont une activité intégrée qui va jusqu'à la confection et au produit fini. Et pendant ce temps-là, elles peuvent faire autre chose, et en particulier utiliser leur ordinateur, et la machine continue de travailler. Mais par contre, je sais plus où est-ce qu'elle en est, puisque je suis plus connecté à la machine. Et grâce à l'IoT, je vois ma température, ma vitesse de pompe, ma vitesse de tournette, si elle m'appelle, si elle a besoin de moi, si la porte est ouverte, si elle se remplit, si elle se vidange, combien j'ai d'eau, si elle a franchi une étape dans le process. Et chose encore plus utile, c'est qu'elle enregistre les lots de production. Donc c'est une notion qu'on a introduite avec l'aide de Justine, Justine Jeans, et qu'on va avoir à la table ronde. En table ronde, donc je la remercie aussi parce qu'elle m'a donné la façon dont elle enregistre ses protocoles. Et en fait, j'ai utilisé la structure de l'enregistrement de ces protocoles pour que la machine enregistre toute seule. Génial. Donc, toutes les données procédées sont enregistrées par étape.
débit, température, volume, vitesse, etc. Et les conditions de remplissage, de vidange, etc. Et on peut documenter dans l'IoT qu'est-ce que j'ai fait comme production, de quelle couleur, avec quel lot, la référence. Alors c'est que des textes libres, hein, mais la référence de l'extrait de chez Greening, par exemple, quel sel de mordant j'ai utilisé, à quelle concentration, en quelle quantité, avec quel volume, le volume d'eau il est enregistré en temps réel. Et donc ça me crée finalement une checklist que je peux imprimer. Et quand je l'imprime, ça me laisse un petit espace blanc avec un cadre pour y mettre mon échantillon dedans. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'à je développe mes protocoles, j'enregistre mon protocole grâce à l'IoT, puisque la machine transmet en temps réel ses données d'usage. Je fais ma photo et je la mets dans mon classeur. Et bien évidemment, comme ça reste en ligne, j'ai pas besoin de chercher dans mon classeur. Je peux le faire bien entendu, mais j'ai la liste de tous mes protocoles, je clique dessus, je vois ce que j'avais fait et ça me permet de rappeler derrière mes programmes automates qui m'ont permis de faire mes protocoles. Qui donc soulève un des préjugés, tu sais, qui colle à la peau de la teinture végétale, c'est la reproduction des protocoles et de la reproduction des couleurs. Là, c'est quand même grandement facilité par le fait que toutes tes données sont au millimètre. Faux, Pauline. Ce n'est pas grandement, c'est totalement. Je crois qu'on en avait déjà parlé en avril dernier. Il y a la matière textile qui a sa propre variabilité. Un coton d'une année de sécheresse, d'une année humide ne va pas se comporter de la même façon. Il y a la répétabilité des extraits ou des produits qu'on va utiliser pour réaliser la chimie de la teinture. Et puis, il y a les données procédées. Sur la première partie, sur la qualité de la fibre et sa variabilité, je n'ai aucun levier. Sur la variabilité des produits qui vont être utilisés, on l'a vu à de nombreuses reprises, plus l'activité se développe, plus la logique de lotissement se met en place et plus la qualité devient constante en amélioration pour avoir des choses qui sont de plus en plus maîtrisables. Et en ce qui concerne les paramètres procédés, c'est grandement parce que c'est pas l'entièreté des paramètres, mais sur la partie paramètres procédés, je garantis qu'une même qualité qui passe dans la machine avec le même programme sortira dans le même état. D'accord, donc reproductibilité des couleurs, check si on utilise la même ressource, les mêmes ressources, que ce soit la fibre ou les Génial. Après, moi, mon expérience de chimiste, je pense que les paramètres procédés ont une importance sans doute de premier ordre. Et donc, on agit sur la reproductibilité de façon importante, puisque lorsqu'on prend le programme teinture pièce numéro 4143, peu importe sa charte de nommage de ces programmes, le programme va s'exécuter de la même façon. Avec les mêmes vitesses, les mêmes débits, les mêmes... Alors après, on va me dire, oui, mais la qualité de l'eau. Eh oui, mais la qualité de l'eau, ça fait partie des intrants, on vérifie son pH. Si le pH n'est pas le même, on le corrige. En général, quand on est connecté sur de l'eau de ville ou sur de l'eau de pluie, les teinturières, c'est quelque chose qu'elles maîtrisent, qu'elles font déjà. Et bien évidemment, comme c'est un intrant, eh bien, il faut le vérifier. Donc, cette fameuse appli téléphone qui a séduit Séverine de la Rougie, qui a vraiment... on l'entendra, mais bon, elle parle pour nous. D'accord, donc automatisme, etc., les évolutions donc permanentes, et là, on en est à la V6. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, du coup, dans ton année Énormément de contacts commerciaux, puisque officiellement, on a lancé la commercialisation à l'occasion de l'ITMA. Concrètement, on en a vendu 2 à Milan. Il y en a 2 post-ITMA qui se sont concrétisés dès le mois de janvier, donc au Danemark et en Espagne, et plein d'autres touches qui se sont matérialisées et sur lesquelles aujourd'hui je dois avoir peut-être une vingtaine de devis qui sont en cours, qui ne sont pas confirmés, avec aujourd'hui un constat avéré, qui est la logique économique qui est derrière l'investissement de l'achat de ce type de machine. Hein. C'est un budget. La machine, elle est commercialisée à 32 000 € hors taxe, livrée, installée, formée en France. Il y a des coûts des frais de vie qui sont appliqués lorsque je la livre ou que je l'installe à l'étranger. J'aurais dû le dire en France métropolitaine, sinon Claudia va me dire oui, mais tu vois, tu m'avais pas dit que il faut quand même aller
Il faut quand même prendre l'avion. Et donc, équilibre financier qu'il faut trouver, puisque depuis toujours, on sait que les tiers-lieux doivent jouer un rôle de mutualisation. C'est un espace d'accueil qui doit faire venir des adhérents. Donc, on était au Faire Festival avec la Rougie et j'espère que vous aurez eu la primeur d'écouter le travail qu'on a fait avec Séverine. Et sans en dévoiler les résultats, même si vous l'avez peut-être vu sur l'Instagram de la Nature Dye Studio, vivre de la teinture naturelle sans mécanisation, hors formation, hors conseil, vraiment vivre de la teinture n'est pas possible. Et donc, il y a différentes façons de se mécaniser. Tu as abordé la question avec différentes technologies de machines. Bien évidemment, je recommande la Nature ADS, qui est entièrement automatisée. Et donc, on a lancé l'essai avec Séverine, et pendant que la machine travaillait, on surveillait ce qui se passait, bien sûr, sur le téléphone, et on était en salle, et on a bossé sur ce business plan, pour essayer de vraiment, alors c'est pas un business plan au sens économique, développement d'activité, mais c'était vraiment pour poser les photos, et c'est ce dont on va débattre au Faire Festival de Toulouse jusqu'au samedi 1er juin. Voilà, donc beaucoup de contacts, beaucoup de prospects, des contacts qui n'étaient pas du tout la cible, des industriels de la teinture synthétique qui se disent avec cette petite machine, je pourrais quand même faire des prototypages pour les marques qui ont besoin de réponses très très vite, donc des tisseurs par exemple, qui m'ont sollicité. Comme elle est compatible avec la teinture synthétique, pour pouvoir faire une petite passe de 3 kilos et avoir un proto à montrer le lendemain à la marque qui vient me visiter. D'accord, donc un autre usage, réutiliser plutôt, repartir vers le synthétique pour des petits échantillons et aller vite dans la proposition. En étant autonome, parce qu'aujourd'hui, les tisseurs font appel à de la sous-traitance et donc il faut rentrer dans le circuit de fabrication. Et puis ça augmente les délais. On revient sur les minimums de l'eau, etc., etc. Donc, là, le minimum de l'eau, c'est 1 kilo, ou moins si on veut. 500 grammes en écheveau, 1 kilo en pièces, 1 kilo en petit confectionné. Voilà, si on clique dessus, on lance une passe, et puis ça permet d'avoir un proto qui permet de discuter avec la marque qui va confirmer ses commandes. Ok, très bien. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il te faudrait là, David, par rapport à ce projet? Est-ce que tu vas encore inviter des teinturières à venir essayer, à venir éprouver, toujours dans ce test and learn? Qu'est-ce que tu veux faire là pour la suite? Alors, on commence déjà à avoir pas mal de retours d'essais, puisque c'est des opérations qu'on a vraiment ouvert en grand et beaucoup de teinturières en ont profité. Donc ça, c'est très positif. Je pense que dans l'absolu, c'est absolument nécessaire de poursuivre cette activité de démonstration et d'adoption, parce que finalement, nous, en tant que constructeurs de machines, on la trouve innovante parce qu'elle combine 4 modes de teinture pour un mode d'usage qui n'était pas un mode connu par Alliance Machine Textile, hein, la teinture naturelle. La première fois que Sandrine m'en avait parlé, je lui avais répondu, c'est quoi la teinture naturelle? Et donc, elle est avant-gardiste, indiscutablement. Donc, il faut un peu de temps pour que les choses soient adoptées. On a un retour qui est quand même très positif. Et en parallèle des remises en question d'un certain nombre de pratiques sur lesquelles il y a un équilibre qui est difficile à trouver entre ça marche pas, mais ça marche pas pourquoi? Moi, je suis pas teinturier, je le revendique. Je suis constructeur de machines de teinture. Les sachants, ce sont les teinturières. Et donc, il y a un équilibre entre ce que c'est la teinturière. Je suis désolé pour les teinturiers hommes, mais comme tu l'as déjà mentionné, il y a quand même 98% de teinturières. Et donc, il y a un équilibre entre ce que peut ou ne peut pas la machine, et j'ai pas du tout la prétention de dire que la machine peut tout faire. Là-dessus, j'ai à plusieurs reprises été très clair. Pour autant, il y a des fois, je peux pas accepter qu'on me dise la machine marche pas quand on fait des choses pour lesquelles elle n'est pas prévue. Ouais, voilà. Okay. Et donc, cet équilibre, il est difficile à trouver. Il y a des remises en question qui sont nécessaires. Il y a des expérimentations qui sont absolument fondamentales. Moi, j'ai eu à l'occasion d'échecs de teinture avec différents essais, l'occasion d'en reparler avec Sandrine Rosier. Je pense qu'elle en parlera à la table ronde. Il y a des remises en question qui sont nécessaires parce elle change le champ des possibles. Et donc, dans l'expertise de la teinture, les sachants doivent porter la voie du changement et remettre en question des pratiques
qui n'avaient pas de conséquences puisqu'elles étaient faites dans des contextes qui étaient cohérents. Là, elles changent le contexte. Le paradigme de la machine, c'est je travaille tout seul, et 2, je travaille avec 5 fois moins d'eau. C'est ça l'ordre de grandeur. Hein. Je travaille avec 5 fois moins d'eau. Et donc ça, alors c'est une valeur moyenne, mais 5 fois moins d'eau, ça veut dire quoi? En concentration ou en poids? En poids de fibre ou en concentration? Tant que je suis en plein bain, que je travaille en poids de fibre ou en concentration, c'est pareil. Quand je suis dans la machine, c'est plus pareil. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ma teinture arrive, qu'il me reste des mordants que j'ai mal lavés parce que j'ai enchaîné, etc., etc. Et ça, là-dessus, Sandrine, merci beaucoup. C'est un puits de science et elle m'a apporté un certain nombre d'éclaircissements. J'ai eu aussi des remarques par rapport au fait que avec la machine, il y avait des champs des possibles dans la créativité, notamment de froissés qui pouvaient être faits. Enfin, j'ai vu que les personnes que j'ai interrogées pour comprendre ce qu'elles en pensaient, en fait, en plus de faciliter leur travail, ergonomiquement d'être top, d'avoir un suivi, elles étaient déjà en mode créatif. Absolument. À se dire tiens, je vais pouvoir faire des plissés beaucoup plus rapidement. Bon, bref, ça suscite quand même beaucoup créer volontairement des défauts maîtrisés de teinture. C'est ça, exactement. Je rappelle que dans la production de l'opéra comique, Sandrine avait chargé la machine à 9 kilos. Moi, j'ai une photo où elle décharge le tissu, 9 kilos de tissu. Ça fait 30 mètres, 27 mètres. Il y en a partout. Elle a créé ce qu'elle recherchait. En l'occurrence, c'était des cassures, donc des marbrures foncées pour l'effet artistique recherché par la production. Alors, excuse-moi Sandrine, je sais pas comment s'appellent les donneurs d'ordre, mais en tout cas dans son cahier des charges. Et ensuite, elle l'a accentué avec la patine pour obtenir l'effet recherché. Mais moi, celui qui vient me voir en me disant elle fait des cassures à 9 kilos de chargement, je lui dirais c'est sans doute bravo pour votre sens artistique, mais c'est pas ce pourquoi la machine est faite. Alors mécaniquement, la machine, elle s'est fait un cure-dent avec, il n'y a pas eu de souci, Sandrine n'a rien cassé avec. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter, David? Oui, eh bien donc on parlait des tiers-lieux, on parlait des nombreux devis, on parlait des nombreux contextes. Pour autant, tu parlais de ton activité et du partenariat. Pour Alliance Machine Textile, en tant que société industrielle, on a besoin de vendre, et donc dans un contexte économique qui est particulièrement compliqué, en particulier du fait du coût de l'énergie, eh bien les ventes sont difficiles. Donc si vous avez envie d'utiliser la Nature ADS, on enregistre le 28 mai, je vous invite à passer vos ordres dans les plus brefs délais. On sera ravis de vous servir et de vous accompagner pour vous livrer la machine dans les meilleurs délais. Bon merci beaucoup David pour ces précisions. Toute cette nouvelle année, il s'en est passé des choses. Je tiens à préciser aux auditeurs que tu as accepté de me financer les heures de travail que je passe en table ronde. C'est-à-dire, j'avais l'idée de faire ce cycle des teinturiers et teinturières en végétal avec un sujet libre, co-écrit avec les invités, etc. Et tu m'as dit, moi, je viens soutenir ton travail et tu es libre de tout. Je voulais te remercier parce que ces cycles de teinturiers rassemblent plus de 50 personnes à chaque fois. On a des têtes d'affiche canon et je suis très contente de travailler et collectivement, mais j'étais très contente que tu me soutiennes là-dessus. Donc, je le redis, merci d'avoir été le premier à me faire confiance. Je n'oublierai pas et je te remercie vraiment beaucoup. C'est une invitation à ce que d'autres te suivent parce que ça vaut vraiment le coup. Merci. Moi, je suis teinturière amateur. J'ai pas d'activité professionnelle, mais je teinte depuis assez longtemps. J'ai découvert la teinture végétale en 2011. Pendant je sais plus, on en est à 12 ans, 13 ans même. Pendant toutes ces années, j'ai essentiellement teint sur du fil de laine parce que je suis tricoteuse et du coup, j'avais un intérêt particulier pour ce support de teinture. J'ai surtout fait de l'expérimentation. Ce que je préfère faire, en fait, c'est explorer une flore locale, trouver toutes les plantes qui peuvent donner de la couleur et tirer les différentes couleurs qu'on peut en obtenir en fonction des procédés, des saisons, des périodes de récolte, etc. J'ai accumulé beaucoup d'échantillons. Il y a 1 an ou 2, je me suis dit, quand même, Alex, c'est bien tout ça, mais ce serait quand même chouette d'avoir un pull en teinture végétale. Donc, j'ai commencé à
à ne plus teindre juste pour explorer la matière première tinctoriale, mais à teindre avec un objectif de fabrication de tricot derrière. Alors comme je tricote pas vite, j'ai encore pas de produit fini. Aussi, comme je me suis retrouvée à un moment où j'ai envie d'une reconversion professionnelle, j'ai commencé à réfléchir à développer une activité en rapport avec la teinture végétale. Alors, pour l'avoir pratiqué quand même pendant longtemps, je vois les difficultés à en faire une activité rentable. Et du coup, je suis en pleine réflexion à savoir comment s'équiper pour premièrement ne pas se fatiguer, parce que quand on augmente de volume, on la charge ergonomiquement. physique, voilà. Et puis aussi parce que je pense que c'est une des pistes pour augmenter la productivité, sans vouloir viser des productions industrielles, mais de façon à pouvoir viser des volumes de production artisanaux qui répondent quand même à des besoins cohérents. Parce que dans ma marmite de cuisine de 18 litres, j'ai du mal à faire, j'arrive pas vraiment à faire 1 kilo de grosse laine en unisson. Oui. Or, c'est la quantité qu'il faudrait en un lot pour faire un pull adulte. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je suis tombée sur David qui parlait de la Natura DS. Quand je l'ai rencontré à l'occasion du salon interfilière à Paris, il m'a dit, si tu veux venir l'essayer, tu es la bienvenue. Il y a encore personne qui l'a essayé sur écheveau, puisque c'est une machine modulable qui peut être utilisée de diverses façons. Donc voilà ce que je fais dans le monde de la teinture végétale et pourquoi je me suis retrouvée avec David essayer la Natura DS. D'accord. Bon alors donc, du coup, Alexandra, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un regard objectif sur une utilisation particulière qui est pour toi les écheveaux de laine. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment t'as démarré avec cette machine, quand il t'a proposé d'aller l'essayer. Est-ce que ça t'a semblé simple? Quand tu l'as essayé, les résultats, qu'est-ce que t'en as pensé? Et puis après, on continuera un peu notre exploration de cette machine. Quand j'ai réfléchi à la proposition de David, je me suis dit, c'est l'opportunité, il faut pousser la machine, il faut tester le plus d'utilisation possible de cette machine. Alors malheureusement, en une journée de test, en fait, on avait des contraintes de temps. Parce que comme tu le sais, beaucoup de les procédés de teinture naturelle sont longs. Et je voulais tester quelque chose que je connaissais pour avoir un point de comparaison. Alors malheureusement, comme je suis pas lyonnaise et que David est à Lyon, j'ai dû faire un peu avec les moyens du bord pour trouver les matériaux. Ce qui fait que je n'ai pas testé la machine avec un fil que je connais bien. Voilà, c'était un fil que je tenais pour la première fois. Mais par contre, j'ai choisi une plante qui était disponible à cette saison-là. On était en février. Et que, par contre, j'avais beaucoup expérimenté. Et du coup, au départ, mon envie, c'était de tester la chambre d'extraction de la machine, de tester le mordançage dans la machine, puis la teinture avec la liqueur extraite grâce à la chambre d'extraction. D'accord. Alors, par contrainte de temps, j'ai renoncé à faire le mordançage parce que la plante que j'ai choisie, c'est le néflier. Je suis venue avec des feuilles de néflier et que l'extraction des feuilles de néflier, idéalement, elle se fait en temps assez long avec de la macération et avec plutôt 2 temps de chauffe qu'un seul. Donc, j'ai choisi d'éliminer l'étape de mordançage pour tester la chambre d'extraction et la teinture. Alors vas-y, explique-nous le test donc de chambre d'extraction. Et ce que tu as fait, ce que tu as eu comme résultat et ce que tu en penses. Alors la semaine avant que je vienne faire le test, David m'a appelé en me disant on a un problème, les écheveaux se baladent. Et donc en fait, on a échangé déjà en amont avec David pour faire quelques ajustements sur ces 2 équipements qui, je crois, n'avaient pas été testés avec du volume. Si la chambre d'extraction avait été testée avec de la Garance, il me semble, mais le bras pour les écheveaux n'avait pas du tout été testé. Et comme on lui avait suggéré des améliorations sur la chambre d'extraction suite aux essais qui avaient été faits avant moi, il avait fait un nouveau prototype de la chambre d'extraction. Ça a bien marché.
les modifications qu'il avait faites et concluantes. Cette chambre d'extraction, elle est assez petite, elle se place dans la machine, dans le bas de la machine. Et donc, on a fait 2 sessions de chauffe, puis filtration du liquide pour récupérer la liqueur. J'ai remarqué et pensé à quelque chose, c'est que cette chambre d'extraction, elle est hermétique. Et du coup, pour les colorants qui ont besoin d'une oxydation pour se révéler pleinement, eh ben ce processus est différé. Alors par contre, après, quand la machine est en fonctionnement, on est servi question oxygénation. Mais sur cette étape-là, voilà, c'est un paramètre à prendre en compte auquel je suis pas habituée quand je fais mes extractions dans des marmites classiques, on va dire. La deuxième chose que je me suis dit, c'est qu'elle fonctionne très bien, donc la chambre d'extraction, mais elle réalise une étape qui n'est pas si compliquée que ça. Et que du coup, elle monopolise la machine potentiellement pour un temps long, parce que si on est sur une extraction qui nécessite des temps longs, ça monopolise la machine pendant un temps long. Et je pense que si j'avais la Natura DS dans mon atelier, je préférerais privilégier son utilisation pour d'autres étapes de la teinture et réaliser l'extraction en parallèle dans un outil plus rudimentaire, mais D'accord. Pour paralyser les opérations. Ce que tu entends par chambre d'extraction, c'est en gros la partie que toi tu fais, le bain de teinture, c'est ça? C'est comment tu extrais ta molécule colorante. En fait. Ouais, d'accord. C'est ça que tu appelles la liqueur. Voilà, comme je suis venue avec une plante tinctoriale et non pas un extrait. C'est ça. J'ai donc extrait mon colorant de la plante tinctoriale dans cette chambre d'extraction par décoction. Et donc, ça fonctionne, mais ça mobilise la machine et du coup, tu peux rien faire d'autre en attendant. Donc, voilà. Toi, ton premier point, c'est le fait qu'elle soit hermétique. Bah, s'il y a besoin de contact avec l'air, c'est problématique. Et deuxièmement, voilà, elle est mobilisée pour une étape que toi, tu peux faire en marmite, entre guillemets, à côté. Oui, et que la machine ne fait pas forcément mieux qu'un autre outil moins sophistiqué. Alors qu'il y a d'autres choses qu'elle fait beaucoup mieux que d'autres outils. D'accord. Qu'est-ce que tu as testé d'autre, du coup ? Alors du coup, après avoir fait l'extraction, on a testé la teinture proprement dite sur des écheveaux de laine que j'avais mordancés en amont. Je suis venue avec un fil de grosseur moyenne. Pour les tricoteuses, c'est un fil qui se tricote en 4,5. Il y en a certaines à qui ça parlera. Donc c'est ni très gros ni très fin. Donc la première question était de savoir combien de fils on va pouvoir mettre sur le bras de teinture qui fait 30 cm, qui donc n'est pas très grand. Le bras de teinture, c'est ce qui retient les chevaux ? Ce qui retient les chevaux et ce qui le manipule. Alors ce bras de teinture, moi j'étais vraiment curieuse de le voir en fonctionnement parce que je ne savais même pas que ce type de technologie existait avant que David me montre sa machine. En fait, l'écheveau est suspendu sur un cylindre métallique qui est percé et au sein duquel on fait circuler la liqueur de teinture. L'écheveau est suspendu sur cet axe et le bras de teinture fait couler du liquide qui donc va ruisseler sur l'écheveau. Et il y a un deuxième petit bras qui va tourner à une vitesse et une périodicité qu'on programme sur la machine afin de faire circuler l'écheveau à la vitesse qu'on veut, dans le sens qu'on veut, ce qui permet d'avoir un mouvement régulier de la laine et un mouvement régulier du liquide de teinture. C'est le même système que pour les cônes de teinture pour fil, en fait. Ça rentre par l'intérieur, mais il n'y a pas cette histoire de pression. Il y a aussi l'écoulement, voilà, c'est ça si je comprends bien. Voilà, il y a l'écoulement en plus parce que la laine est pas comprimée. Parce que là, l'écheveau est en mouvement permanent. Ça réplique ce qu'on fait, nous, manuellement, dans une cuve, où on a notre écheveau qui est à cheval sur une barre en bois, et où périodiquement, on va le faire circuler sur cette barre pour que ce soit pas toujours la même partie de l'écheveau qui est au fond de la cuve. Et donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant comme système, comme mécanique, parce qu'en plus, ça a le potentiel de permettre d'utiliser beaucoup moins d'eau proportionnellement au poids de laine. Sauf que dans la machine de David, le bras étant très petit, on a été limité en quantité de laine qu'on pouvait installer dessus et que la pompe de la machine a besoin d'un minimum de quantité d'eau pour fonctionner.
D'accord. Et ces deux contraintes réunies font que finalement, la proportion de liquide qu'on a utilisé pour teindre ces 600 grammes, elle s'approchait de ce que j'aurais utilisé dans une marmite de 20 litres. Classique. Classique. D'accord. Donc, et ça, en c'est gros, vraiment lié à la longueur du bras dans la machine, parce que si le bras était un peu plus long, on pourrait mettre plus de laine sans avoir besoin de rajouter plus de liquide dans la machine. Et du coup, on obtiendrait le fameux rapport de bain plus intéressant d'accord. qu'en immersion. Donc ça, j'entends. Et donc, si j'ai bien compris, au début, toi, ton objectif, c'était de pouvoir faire 1 kilo de laine teinte pour pouvoir faire un pull. C'était ça, ton objectif? Oui, alors David m'avait prévenu qu'on pourrait probablement pas faire 1 kilo sur sa machine, parce que quand si j'ai bien compris la démarche, il a initialement dimensionné la machine pour le métrage de tissu. Il a dimensionné la machine sur la base d'un tambour de machine à laver pour pouvoir permettre aussi la teinture de pièces confectionnées. Et du coup, après le bras de teinture, ces dimensions sont venues s'ajuster à ces dimensionnements préalables. Il y a eu beaucoup de réajustements. Je crois qu'il en est à la V6 de la machine, justement, parce que vous avez été plusieurs teinturières à l'essayer et à chaque fois à faire des remarques. Si on essaye de se résumer sur la partie écheveau de laine, parce que on est d'accord, il y a 3 types de teintures possibles. Les écheveaux, les pièces confectionnées teintes et les métrages. On est d'accord. Donc toi, tu es vraiment sur la partie écheveau. Donc cette histoire de bras, de rapport de bain, donc un bras plus grand pour permettre plus de laine, pour permettre un rapport de bain intéressant et pour que toi tu puisses avoir des quantités que tu ne pourrais pas faire seule dans tes marmites. C'est ça l'idée. Alors oui et non, parce que je pense qu'avec la conception générale de la machine, ce sera pas possible d'atteindre des quantités, ces quantités-là. Ce qui fait que cette machine, David me l'a pas conseillée si je veux faire que de l'écheveau. Par contre, si on fait essentiellement du métrage ou essentiellement des articles confectionnés et que de temps en temps on a besoin de faire du fil, et bien cette fonctionnalité est présente et disponible sur la machine. Je serais curieuse de réessayer. D'ailleurs, en réalité, je pourrais faire des essais avec un manche à balai ou quelque chose comme ça, parce que je pense que si on a un petit peu de marge, si on utilise par exemple un fil plus fin, je pense qu'on pourra en mettre un petit peu plus. Mais je pense qu'on n'arrivera jamais à 2 kilos en conservant la carcasse externe existante de la machine. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir teindre 2 kilos de laine d'un coup. Est-ce que donc du coup tu es encore en test, en tout cas tu as encore des idées de choses à tester pour la faire pour proposer des améliorations, on va dire, sur cette partie écheveau. Est-ce que point de vue réglage, tu sais, t'as un truc qui est quand même intéressant, c'est cette histoire de reproductibilité des protocoles parce que tout est potentiellement réglable. Est-ce que ça, tu as pu regarder un petit peu? Ah oui, mais alors c'est pas qu'une question de reproductibilité des protocoles, c'est aussi une question qu'on n'a pas besoin d'être constamment en train de surveiller sa cuve. Et cet aspect-là d'automatisation, moi je l'ai trouvé absolument génial. Donc si je voulais faire du métrage, la machine est géniale parce que tout est réglable finement, que ce soit les montées en température, les maintiens de température, les vitesses de mouvement du textile, la fréquence de ces mouvements, tout est réglable. Alors du coup, il y a aussi tous les protocoles à mettre en place. Et ça, c'est d'un côté, c'est super intéressant, d'un autre, ça demande du travail et du travail collectif, je pense. D'accord. Oui, parce que le résultat, donc on n'a pas pu faire un gros volume de teinture en une fois. Par contre, le résultat est tout à fait satisfaisant. On a obtenu une belle couleur. Alors, pour être complètement fixé sur l'unisson, il faudrait que je tripote le fil, ce que je n'ai pas encore fait. Parce que c'est difficile à juger juste en écheveau à quel point la couleur est uniforme. Dès qu'une fois tricoté ou tissé, qu'on va apercevoir s'il y a des nuances. Mais à première vue, c'est tout à fait similaire à ce qui peut sortir de ma cuve, voire mieux, j'en sais rien, à vérifier.
Et alors, il y a un petit truc qui, moi, me titille et pourrait me pousser à refaire des tests, c'est qu'avec David, pendant l'étape de teinture, on n'a pas résisté à l'envie d'ouvrir la porte pour faire des vidéos, en fait. Sacré Instagram, n'est-ce pas? Et il y a eu un léger feutrage de la laine. Rien de catastrophique, mais il y a eu un léger feutrage de la laine qui, je pense, est dû à ça. Parce que comme la laine n'est pas immergée dans un grand volume de liquide chaud, je pense que le fait d'ouvrir la porte a provoqué une chute de température radicale du haut de l'écheveau plus importante que juste quand on soulève le couvercle d'une marmite. D'accord, ok. Donc, si j'essaye de résumer tout ça, l'idée pour toi, ce serait de pouvoir refaire des tests, hublot fermé complètement, voilà, de pouvoir... attendre que ce soit refroidi, suffisamment avant d'ouvrir. D'accord. Que tu voudrais tester cette histoire de bras et de voir un peu si, en augmentant le bras, tu peux augmenter la quantité d'écheveau pour atteindre potentiellement les 2 kilos. Il faudrait tricoter le fil derrière pour voir s'il y a un unisson parfait. Sinon, la machine fait pas mieux qu'une cuve de 150. En termes de quantité, parce que c'est sûr que l'automatisation, c'est un bonheur. Ouais. Donc, ok, sur l'ergonomie et l'automatisation, ça c'est un vrai plus. Par contre, les quantités, c'est encore à améliorer, c'est ça? Ok, bon bah top. Et bah écoute Alexandra, je te remercie pour ta franchise. Est-ce que du coup les auditeurs... Je m'excuse un peu auprès de David de ne pas pouvoir avoir dit que des choses bien à propos de la machine. Non mais il veut de l'objectivité, donc je pense c'est ça le but. Est-ce que les gens peuvent retrouver ton travail quelque part? Alors j'ai un compte Instagram qui n'est pas forcément très actif, mais où de temps en temps je mets des écheveaux colorés. Mon compte c'est Astram Design. Eh ben écoute, merci beaucoup Alexandra pour ton témoignage objectif sur la machine. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!